On s'arrête aujourd'hui sur ce premier roman qui s'appelle Amok, mon père, le premier roman de notre invité Gurvan Kristanajaya. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Votre livre parle de l'absent, de ce père absent qu'on pourrait appeler géniteur puisqu'il quitte ses enfants quand ils ont 4 et 6 ans. Et ce roman raconte toute la reconnexion de ses enfants devenus grands, Gurvan et Joseph, avec ce père évaporé. C'est largement autobiographique. D'abord, on parle d'enfants métis. La famille de la mère vient de Bretagne, en France. Le père absent est indonésien. En quoi cet aspect de métissage est-il important ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de récits sur le métissage en France. On est dans une époque en plus où on a tendance à enfermer ce que c'est d'être français, etc. Et moi, j'avais envie d'écrire un récit sur ce que j'avais vécu, puisque j'avais pas lu beaucoup de choses qui racontaient en fait ce que c'est d'être ni français ni étranger, d'être dans une zone grise que moi j'appelle Métisland. Et je trouvais que c'était et je trouvais que c'était important de le raconter, de faire entendre d'autres voix et de faire entendre la mienne en particulier. Est-ce que vous diriez que le métissage accentue l'effet de quête d'identité ? Oui, c'est certain, puisque de toute façon, on hérite des deux histoires. Moi, j'ai hérité de l'histoire de ma famille bretonne qui avait traversé la guerre, la reconstruction, etc. Et j'ai hérité de ma famille indonésienne qui a vécu la dictature, l'indépendance, le génocide. Et je suis le fruit de ces deux histoires. Donc j'ai forcément des questions qui sont liées à ces deux histoires. Ouais. Vous dites ni, mais en même temps, dans le livre, vous expliquez très tôt que c'est quand vous renouez avec ce père que vous prenez conscience de toute la richesse de votre métissage. Vous pouvez être à la fois français, indonésien, donc finalement c'est une addition. Comment expliquez-vous cette euphorie ? Oui, c'est vrai que le ni devient puisque en fait, quand on se met dans la quête de cette histoire, il faut comprendre que moi, j'ai grandi en France, ma mère est blonde aux yeux bleus, mon père était absent, donc on me renvoyait toujours à la figure de l'étranger, puisque j'avais les yeux bridés, j'ai un nom de famille étranger, etc. Et je me sentais un peu imposteur vis-à-vis de l'Indonésie, puisque je n'avais quasiment aucune connaissance, si ce n'est les documentaires que je regardais à la télévision. Et c'est en découvrant cette histoire, en allant dans cette quête-là, que je me suis senti légitime et que j'ai pu accepter l'idée que je pouvais être et français et indonésien, et en fait, que ça ne dépendait que de moi, finalement. J'attendais pas le regard des autres, c'est moi qui décide si j'ai envie d'être à ce moment-là français ou indonésien. Ouais, vous parlez de yeux bridés, alors qu'on pourrait dire aussi que vos yeux sont tout à fait ronds, mais enfin bon, voilà. Comme souvent, quand le père ne fait pas partie du paysage, on lui invente finalement, quand on est petit, une sorte de vie romanesque. Il y a l'allégorie de la photo qui s'use et s'efface. Est-ce une façon de recréer un récit que vous estimez quelque part moins douloureux ? Oui, je pense que quand on est un enfant et que on subit l'abandon, effectivement, c'est un âge où l'imagination prend la place. Et moi, j'ai remplacé mon père par des héros, en fait, par une figure de héros, de quelqu'un qui était peut-être agent secret ou éleveur d'orang-outans, ou infiltré quelque part. Éleveur d'orang-outans, oui, comme héros. Oui, d'accord. Ouais, voilà, Okay. c'était presque une figure de super-héros finalement, parce que l'abandon était trop difficile c'était une souffrance qui était trop importante, je ne pouvais pas la surmonter, et donc j'ai créé ces images-là avant de découvrir la vérité. C'est en tout cas écrit avec beaucoup d'allers-retours, et le premier Noël, par exemple, c'est très important. Pourquoi cet événement ? Parce Noël sans le père, je veux dire. Oui, parce que quand mon père part, lorsque j'ai 4 ans, il promet de revenir à Noël. Et en fait, c'est l'époque au début des années 90 où, vous voyez ce film Maman, j'ai raté l'avion, les parents de Kevin reviennent pour Noël. Et moi, j'étais persuadé qu'en fait, il allait revenir et qu'il allait pas m'abandonner. Et finalement, il est pas là. Et c'est ce qui acte sa disparition. C'est-à-dire qu'il revient pas, il tient pas sa promesse, il revient pas à Noël. Et à partir de là, on doit se construire sans lui. Ce qu'on a aussi marqué, c'est par le fait que les souvenirs d'enfants sont quand même très détaillés. Comment vous expliquez qu'ils soient restés aussi vivaces ? C'est une bonne question. 4 ans, Oui, c'est vrai. J'ai du mal à l'expliquer moi-même. Peut-être que c'est le traumatisme vécu qui a figé certaines images, certaines émotions, certaines couleurs aussi que j'ai dans mon esprit. J'ai des scènes très précises en tête et ça m'a aidé pour écrire. Mais c'est vrai que j'ai une mémoire de ces moments-là, comme quelque chose qui s'est incrusté en moi et qui ne partira jamais. On en vient maintenant à cette perplexité des enfants face au récit du père, dont le nom Amok a une signification particulière. Quelle est-elle ? Amok, c'est un trouble ethnopsychiatrique qui a été décelé dans les pays d'Asie du Sud-Est et qui sert à qualifier de façon large la folie, mais pas la folie telle qu'on la perçoit en France de manière médicale, mais la folie telle qu'une personne pourrait être
habité d'un esprit qui le rendrait fou. Et c'est ça en fait, être amok. Et c'est un rituel des personnes, surtout des hommes, qui décompensent et qui sont pris d'une folie meurtrière. Et il y a plus loin dans le livre la connexion avec l'Indonésie, retour, enfin, en tout cas l'arrivée en Indonésie. Il y a par exemple cette histoire du palais Kraton, ou Kraton, je ne sais pas comment Kraton. on dit, qu'on voit ici en photo. Peut-être que vous pouvez nous, sans trop évoquer, nous en raconter un peu sur cette séquence qui en dit beaucoup sur la personnalité de ce père. Oui, en fait, on arrive dans ce palais qui est, il faut comprendre l'Indonésie qui est le premier musulman au monde, donc c'est le sultanat de Yogyakarta, une ville qui est centrale dans Java, et donc c'est un peu comme si c'était le palais de la reine d'Angleterre. En gros, équivalent pour l'Indonésie, on arrive là et en fait les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent et les gens se prosternent devant nous et nous disent, mon père nous dit, vous êtes les petits princes de ce palais. Et donc on découvre à ce moment-là qu'on a un héritage qui est plus grand que nous et qui justifierait l'absence. Bon, et on finit par se reconstruire dans tout ça. Il y a quand même cette phrase assez terrible, enfin on laissera les gens la découvrir. Comment faire le deuil d'une personne encore en vie. Amok, mon père, un roman sur l'absence d'un père et sur les espérances des fils. Ce livre publié en France aux éditions Philippe Ray. C'est le vôtre, Gurvan Krishnadjaya. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.